Bienvenue sur la chaîne des Red Flagueuses, le podcast qui vous aide à comprendre les situations et les systèmes toxiques et à essayer de les éviter à la lumière du féminisme et des expériences des invités et de votre hôte. Bonne écoute. Diamante shoes and all these diamond rings. Yes, I spend my money on these fancy cars, on a Jack in the Box and old trips to Mars. Yes, I and I, ain't got no shilling left for me. Bienvenue dans cet épisode des Red Flagueuses, le numéro 9 et le dernier numéro de cette deuxième saison. Je suis contente d'être arrivée jusqu'ici. Je vous avoue que depuis le 7e épisode, je dois me forcer à terminer mes épisodes, non pas parce qu'ils ne sont pas intéressants, je pense qu'ils le sont, mais parce que l'énergie et la santé n'ont vraiment pas été de la partie ces derniers mois. Il faut beaucoup d'énergie pour mener un projet perso à terme et j'en ai manqué et ma présence sur les réseaux sociaux est aussi moins intense que prévu. C'est pas grave, mais de ce fait-là, j'aurais vraiment besoin de tout votre soutien en partageant et commentant les épisodes sur les différentes plateformes par lesquelles vous écoutez cet épisode. Je voulais aussi vous dire que je reviens en novembre avec une 3e saison des Red Flagueuses que vous allez probablement voir passer sur les réseaux, des appels à témoignages, des appels à voter pour certains sujets, mais que je peux déjà vous annoncer qu'il y aura probablement moins d'épisodes, probablement à mon avis 6 ou 7, et que ces épisodes seront axés sur 2 thématiques, la sororité et le rapport au corps pour les femmes et toutes les personnes qui s'identifient femmes. Alors aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours de mon papa, son parcours de père, son parcours de militant et d'enseignant. C'est important pour moi de nouveau de fixer la mémoire de la famille pour pouvoir la transmettre aux générations suivantes. Dans cet épisode, on abordera la question de la parentalité, le fait de construire sa militance, de vivre et de se développer en tant que garçon quand on est né dans les années 50 et qu'on a grandi dans les années 60 et 70, parce que l'air de rien, ce ne sont pas les mêmes contextes, ce ne sont pas les mêmes histoires, pourtant ça résonne en nous. Et j'aurais voulu aborder encore plein de sujets différents avec mes parents, mais bon voilà, un épisode d'1 heure, c'est déjà pas mal. Je voulais aussi vous prévenir que mes grands-parents prennent quand même une sacrée place dans cet épisode, mais ça ne m'étonne pas parce que la famille, peu importe de quoi elle est faite, c'est un endroit, un lieu fondateur. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur pour ces vacances. On se retrouve sur les réseaux sociaux d'ici à novembre. Et si vous m'avez contacté pour qu'on puisse mener à bien une interview ou une collaboration, ne vous inquiétez pas, j'arrive tout bientôt. Bonjour Michel. Bonjour Marie-Lise. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Je suis ravie de te recevoir pour cet épisode des Red Flagueuses. Je voulais offrir à nos auditrices et nos auditeurs le témoignage que toi et maman pouvaient apporter sur l'évolution du féminisme et des rapports de genre dans la société selon votre propre point de vue. Est-ce que c'est OK pour toi ? Tout à fait. Parfait. Alors, je signale que tu as lu, à l'occasion de ce podcast, un livre qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils », qui commence à dater tout doucement, de plusieurs années. Oui. Et donc, on reviendra sur cet ouvrage. Et si tu veux le citer au fur et à mesure de tes interventions, c'est parfait aussi. Pas de problème. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Je suis un enseignant pensionné, militant syndical de la CGSP, c'est-à-dire d'un syndicat socialiste. Et j'ai passé ma vie entre 3 pays essentiellement, la Belgique bien sûr, l'Allemagne et le Congo belge. Voilà. Je suis aussi le père d'une fille, ce qui m'a toujours particulièrement plu.
Et puis, j'ai 71 ans, donc je commence à avoir quelques années au compteur. Voilà. Et tu es marié? Je suis marié à Françoise, ben oui. Françoise qui... c'est mon double, c'est ma compagne, oui, c'est une compagne de la vie, de toute une vie. C'est vrai, ça fait combien de temps que vous êtes mariés maintenant? Depuis 76, mais on s'est connus un an avant, en 75, et c'est lors de nos études au Régenda, ce qu'on appelle le Régenda, qui est le bac aujourd'hui littéraire, que nous avons fait connaissance. On va revenir en arrière. Oui. Toi, tu es né dans les années 50. Oui, 1954, tout début 1954. Et c'était en Allemagne que ça s'est passé. Il y avait 1 mètre de neige, les rues étaient encore en pavé, et ça s'est pas bien passé. C'est-à-dire que ma maman a accouché à domicile, semble-t-il, dans des conditions cataclysmiques. Moi, on m'a toujours raconté que c'est mes cris qui l'ont réveillée, donc elle passait de l'autre côté. Elle faisait une hémorragie. Hein, oui, ça. C'était une hémorragie. Et mon frère aîné, qui avait 7 ans de plus que moi, a entrevu, la porte entrebâillée, des scènes qu'il n'aurait peut-être pas dû voir, quoique. Et il en a toujours été effrayé. Il m'en a que très peu parlé, et vers la fin de sa vie, à lui. Mon père était allé chercher notre grand-mère, et qui avait pris le train exceptionnellement pour venir aider sa fille, sa deuxième fille, la cadette, qui a dû souffrir. Mais l'histoire qu'on m'a racontée était toujours à sens unique, c'est-à-dire jamais on ne me parlait de moi. Du nouveau-né qui a dû aussi, sans doute, passer à travers quelque chose, une épreuve. Mais mettre les enfants au centre du discours, leur bien-être et leurs droits, c'est pas si récent que ça. Non, absolument. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs réflexions qui émergent sur les réseaux sociaux et dans la littérature que je lis et dans les podcasts que j'écoute. C'est qu'il y a un projecteur qui a été allumé sur les violences faites aux femmes, mais il y a toujours aussi cette question des violences faites aux enfants qui est interpellante. Oui. Oui, la situation ne s'arrange pas, et l'après-Covid est une situation catastrophique. Les psychiatres, les psychologues sont débordés, les services n'en peuvent plus, et on prend très peu en compte encore aujourd'hui le bien-être mental des enfants et des adolescents. Oui. Alors ma question suivante, c'est: est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as entendu parler des inégalités de genre, des inégalités de traitement vis-à-vis des femmes et du féminisme? Du féminisme, oui, les deux sujets sont liés, parce que il me semble que le souvenir le plus éloigné que j'en ai, c'est quand j'étais adolescent. Une cousine de maman était une femme diplômée, la première fille à avoir mis les pieds en l'Athénée de Namur. Et elle évoquait effectivement la littérature féministe, et aussi elle revendiquait un poste dans l'administration pour ses compétences, mais à compétences égales par rapport à son mari, par exemple. Elle n'a jamais obtenu le poste de directrice générale, alors que lui, oui. Okay. Et lui, il n'a pas pu aller plus haut non plus parce qu'il était communiste, enfin catalogué communiste. Donc c'est par elle, je pense, que j'ai commencé à entrevoir des choses. Plutôt dans mon enfance, alors, je n'ai pas le souvenir de choses précises, sauf peut-être que notre père, qui était pourtant tutélaire et assez dominant, ne correspondait pas vraiment au modèle patriarcal qu'on connaît aujourd'hui, même s'il en avait parfois les attributs. Oui. Quand tu en parles, ou quand tu en parlais avec tes frères, moi j'ai le sentiment qu'effectivement il y avait
une sorte de double aspect pour mon grand-père, c'est-à-dire à la fois le militaire qui avait beaucoup souffert enfant et qui avait connu la guerre et qui pouvait parfois être un papa, c'est vrai, dominant et pas toujours très doux, mais en même temps un homme qui refuse par exemple le racisme. Oui, il était capable des deux, effectivement, pas de racisme, mais il était capable de fermeté un peu quand même effrayante par moments, et de douceur, d'une véritable douceur. J'ai toujours en tête cette image du bain du soir. Ça se passait à Camina, dans une petite maison en toit de chaume, à toit de chaume, et il y avait une baignoire grand luxe au bout du jardin, dans une petite cabane. Et c'est lui qui me donnait mon bain et le trajet était très court. On traversait un petit jardin entre la maison et il me prenait dans ses bras et on regardait les étoiles et il était d'une douceur qui ne m'étonnait pas, mais qui pouvait par moments s'effacer devant le père autoritaire, quoi, et colérique même. Et est-ce que tu l'as déjà observé courber l'échine face à des supérieurs hiérarchiques ou face à des hommes qui voulaient installer une sorte de boys club où il fallait montrer qu'on avait de la force, qu'on était dominant? Je ne dirais pas ça. Je ne peux pas le dire, ça. Par contre, le couple qu'il formait avec ma mère, un jeune couple, il avait 27 ans, on en avait 21, donnait l'impression quand même d'être tellement unis et autosuffisants que les approches parfois lourdes, si pas plus, de supérieurs, par exemple, ou de chefs de poste ou d'officiers supérieurs, qu'il n'était pas, pouvaient le mettre dans des états pas possibles, mais il ne s'effaçait pas à ce moment-là. Il tenait tête. Vis-à-vis de ma grand-mère? Non, vis-à-vis des supérieurs qui auraient pu commettre des gestes de pression ou bien... Prise de pouvoir. de prise de pouvoir, pas question, non. Il protégeait son nid. Mhm. Il faut comprendre sa psychologie parce qu'il est né juste après la guerre. Il est né en 1918, quelques mois après, même pas d'ailleurs, quelques mois avant la fin de la guerre 14-18, l'horreur. Et ses parents sont morts très jeunes, dans la trentaine tous les deux, donc il s'est retrouvé avec deux sœurs, enfin ils ne se sont même pas retrouvés puisqu'ils ont été éparpillés dans la famille. Et ils se sont très peu connus et il a été au fond orphelin très tôt, placé chez un oncle, une tante, qui n'était pas plus méchant que d'autres, hein, mais dont le fils était un infâme personnage, et il s'est construit comme il a pu, et donc son mariage, les enfants qu'ils ont eus, 3 fils, c'était son précaré, il ne fallait pas y toucher, il était capable de nous défendre, mais je suis même persuadé jusqu'à la mort. C'était le genre, parfois un peu fonceur, oui, mais qui n'était pas pour autant un rebelle. Ce que mon frère aîné a été. Ouais. À l'armée aussi, par contre. Et lui, il n'était pas militaire de carrière. Puis c'était plus la même période. C'était plus du tout la même période. C'était dans les années 70, fin des années 60, début des années 70. Donc, de l'eau avait coulé sous les ponts, comme on dit. Peut-être qu'il a... je sais qu'ils étaient fort en conflit, hein, ton frère aîné et Oui. mon grand-père, Oui. mais peut-être que l'air de rien, il avait déjà constitué les bases de cette capacité de rébellion ou de cet engagement politique que toi, tu as choisi à un moment donné. Le fait de ne pas être tout à fait soumis et d'essayer de garder des marges de manœuvre en vous protégeant finalement de la violence des autres, c'était peut-être un message qui vous était transmis que finalement, il y avait d'autres possibles. C'est probable, mais autant la discussion était ouverte à table, et pas qu'à table d'ailleurs, en soirée, mais c'était pas forcément des discussions d'engagement militant. C'était des réflexions de géopolitique, d'idéologie peut-être, oui, mais pas... en fait, je ne savais pas très bien ce qu'il pensait. Je voyais bien qu'il n'était pas raciste, je voyais bien qu'il n'était pas non plus capitaliste, mais pour autant, était-il du bord que moi j'ai choisi ? Je n'en sais rien. Mais
il était quand même plus proche du peuple, dirais-je, dont il se souvenait quand même dans son enfance. Mais c'était un être un peu complexe et un peu particulier d'une certaine manière, quoique, à l'époque, les enfants étaient vite placés comme cadets de la nation, à partir du moment où ils étaient orphelins de père et de mère, quoi. Hein. Donc ça l'a façonné, et c'était pas du tout ce qu'il avait envie de faire. Mais alors absolument pas. L'armée. L'armée n'était pas du tout un objectif pour lui. Il voulait être architecte. Ouais. Et donc construire des choses. Alors, il a pu le faire, mais de manière épisodique comme ça, et sans grand développement pendant quelques temps en Afrique. Il était organisateur, il adorait organiser les choses, il planifiait, etc. Oui. Mais au fond, c'est un être contrarié, hein, fort contrarié. Et la soumission à l'autorité était quand même énorme à l'époque. Alors, oui, parce que il pouvait, par exemple, avoir des petits gestes de désobéissance, du genre arriver en retard, ou partir plus tôt que les autres lors d'un bal ou lors d'une reprise de je ne sais pas quoi, quand il débarquait sur le lieu du rassemblement le matin. Bon, c'est le haut drapeau, ça c'était obligé. Et puis, par moment, il a eu quelques brettes, comme on dit, quelques querelles, mais avec un officier supérieur qui voulait sa perte d'une certaine manière. Il faut bien comprendre qu'en Afrique, par exemple, quand un chef n'obtenait pas ce qu'il voulait, un officier n'obtenait pas ce qu'il voulait, il pouvait faire ses pieds et ses mains pour obtenir le déplacement de l'agent, du sous-officier ou du sergent ou du soldat. Et l'envoyer sur un îlot pourri plein de moustiques et invivable, où on tient quelques semaines. Donc ça aussi, ça existait. Et bien malgré ça, il tenait tête. All aboard, get on the A train. Soon you will be on Sugar Hill in Harlem. You take your baby to Harlem, you're bound to find the hall up on Sugar Hill, where everyone's having a solid ball. You board that A train and then you... Et comment on se construit en tant que petit garçon, adolescent et homme dans un contexte qui est celui des années 60-70, hein, puisque c'est à ce moment-là que tu deviens adolescent, jeune adulte, quand on vit dans une famille où l'armée a quand même une place, mais pas tant que ça finalement, avec une maman au foyer, des frères qui sont eux, qui choisissent de faire leur service militaire, et puis ton plus jeune frère fera lui carrément carrière. Comment tu te construis par rapport à ce contexte-là? Bien, dans le sens où mes deux frères m'ont permis de ne pas devoir le faire, le service militaire. Et parce que mon père était prisonnier de guerre, et parce que 3 hommes sur 4, ça suffisait. La nation considérait on pouvait faire un effort pour le 4e. J'étais pas le dernier, mais j'étais celui qui n'était pas intéressé et qui a pu éviter. J'aurais peut-être fait un service civil si ça avait été possible. Si ça avait été possible à cette époque. Je pense que ça existait, mais je n'ai pas creusé davantage à l'époque. Donc, voilà. Le milieu militaire ne m'a pas déformé, contrairement à ce qu'on peut croire, parce que mon père n'était pas un sous-officier infâme, et qu'il avait d'autres sujets de préoccupation que l'armée, proprement dite. Quant à mes frères ont tous les deux été des têtes brûlées par moment. C'est l'un en conduisant des chars et l'autre en pilotant un avion de chasse. Donc, il tenait peut-être de ce côté-là du père, moins. Je sais aussi que les relations avec ma grand-mère, à titre personnel, ont toujours été très compliquées, et que pour toi aussi. Maintenant que qu'avec maman et moi et les camarades du syndicat, tu as creusé les sujets féministes, est-ce qu'il y a des choses que tu relis maintenant par rapport au comportement qu'elle pouvait avoir? Donc elle était femme au foyer, mais elle vous a quand même, toi et ton frère aîné, mis en... Enfin, ils ont décidé à deux de vous mettre quand même à l'internat. La réflexion que j'ai aujourd'hui par rapport à ma grand-mère, c'était cette
cette dichotomie entre la mamie gâteau, mais qui à un moment donné pouvait griffer. Personnage complexe, avec un peu comme mon père, ils avaient au moins deux visages. Et dans son cas à elle, je peux dire que c'était pas une féministe ni une intellectuelle. Elle lisait, elle aimait la conversation, elle était de son temps, elle écoutait la radio, elle aimait la musique. Mais c'est pas elle qui développait les sujets d'habitude. Elle suivait les cousins et cousines et les autres amis des parents qui développaient les sujets. Elle s'intégrait dans la discussion, mais c'est pas elle qui l'a déclenché. Dans le sens où c'est lui qui décidait, mais au fil du temps, on se rendait compte qu'elle avait beaucoup influencé la décision ou les décisions. Donc c'est quelqu'un de complexe et qui pouvait effectivement souffler le chaud et le froid. Si je fais le bilan, je dois reconnaître que dans des moments clés, elle a pu être une alliée. Elle défendait bec et ongle ses enfants, moi en l'occurrence. Mais elle pouvait être infâme par d'autres, par son injustice ou des propos déplacés ou que je ne comprenais pas. Mais bon, passé un certain âge, on va voir ailleurs. Hein. Je pense que c'était un couple finalement assez équilibré. Le père était l'autorité, la référence, il gérait l'administratif, il était partout, mais elle était partout aussi. Donc elle n'était pas absente de la décision. Elle était quand même quelqu'un d'exigeant par moments, c'est-à-dire elle aimait bien le confort, elle aimait bien être aidée. En ce sens, elle nous a appris, moi elle m'a appris à mettre la table, débarrasser, repasser un pantalon, faire une lessive. Ça, c'est pas commun, a priori. C'était pas commun à l'époque. J'ai difficile à la situer, finalement. Ouais, moi aussi. Parce que c'était quelqu'un de complexe. Et donc, je ne suis pas forcément rentré dans sa tête par moment. Est-ce qu'elle avait des rêves? Est-ce qu'elle avait des projets d'existence? Elle a quand même travaillé pendant 4 ou 5 ans aux classes moyennes rue Godefroy à Namur, juste avant la guerre et au début de la guerre, jusqu'au moment où c'était plus possible à cause des bombardements. Est-ce qu'elle aurait pu reprendre son métier, tenter de gravir les échelons éventuellement dans cette société? C'était pas l'administration, c'était les classes moyennes, ce qu'on appelle les classes moyennes, donc les PME d'aujourd'hui, quoi, hein, grosso modo. Peut-être. Je n'en sais rien. Elle n'a jamais, par exemple, évoqué des goûts artistiques particuliers ou des envies de voyage. Oui, elle aimait bien le voyage. Oui, voyager lui a certainement ouvert aussi d'autres horizons, comme à nous d'ailleurs. Ouais, c'était des voyages forcés liés à la carrière de son c'était mari, quoi. Oui. Mais de temps en temps, ils pouvaient en Europe, en tout cas, ils avaient des destinations, c'était souvent les mêmes, hein, vers le sud, en général vers le soleil, parce que ça, c'était quand même une constante. Était-ce dû à peut-être des origines à elle? C'est la santé du grand-père aussi qui déterminait à un moment donné. Oui, voilà. Donc, c'était tardif, ça, c'est dans leur vie. Donc, en fait, j'ai difficile à me dire, est-ce qu'elle aurait pu être différente dans d'autres circonstances? Oui. Au vu de ce que cette cousine en question a réalisé, mais si je compare à sa sœur, elle était bien plus libre parce que financièrement, malgré qu'on ne vivait qu'avec un salaire, en réalité, on était un peu mieux doté, donc dans ce qu'on appellerait la toute petite classe moyenne aujourd'hui encore. Hein. Mais on n'était plus dans la classe ouvrière dont elle était pourtant originaire. Je
pense qu'il y a eu vraiment cette zone intermédiaire où c'était plus les parents dominateurs et destructeurs qu'on nous représente la société, quoique dans un autre livre qui s'appelle La fabrique des garçons, il y avait quand même une réflexion qui était hyper intéressante, c'est que il y aurait eu déjà un basculement au niveau familial en France et dans toute l'Europe, parce que quand les soldats sont rentrés de la guerre, ils avaient vécu tellement d'horreur que l'affection qu'ils ont pu reporter sur leurs enfants quand ils les avaient soit dû les laisser derrière eux, soit ils faisaient des enfants après la guerre avec leur nouvelle compagne, il y a ce développement de la relation du père à l'enfant qui a émergé. Que l'enfant n'était plus un numéro parmi tant d'autres et on espérait que la moitié survive au-delà de 3 ans. Il y avait vraiment cette... déjà avec le siècle des Lumières, etc. Mais bon, il faut prendre ça avec des pincettes parce que je sais qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à cette période-là de l'histoire. Mais il y a eu cette émergence de l'amour, ou en tout cas de la préoccupation du bien-être des enfants, et qu'au fur et à mesure, cette priorité sociétale a vraiment émergé, notamment dans les années 70 et 80, 90, où là, véritablement, les enfants sont devenus une catégorie précise de la société. Oui. Oui. Il n'était pas interdit de s'exprimer à table, hein, donc on nous laissait parler et participer à la conversation. Si on n'avait pas envie, on pouvait faire autre chose, il n'y avait pas de difficulté. Il y a des moments comme ça, des petits moments qui confirment ce que tu viens de dire, en ce sens que, bon, par ses choix à lui et aux parents, ils avaient émigré en Allemagne, je vais dire, en tant que militaires, dans la zone occupée de la République fédérale allemande, parce que le salaire était plus élevé, tout simplement. Mais en ce sens, en conséquence, moi j'étais à l'internat, au-delà du Rhin. C'était psychologique pour moi, au-delà du Rhin, alors qu'on vivait à 80 km, ce qui n'est pas non plus le bout du monde. Oh, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, mais il lui arrivait de prendre le volant du bus qui nous ramenait le dimanche soir ou le lundi matin pour être plus longtemps avec moi. Ok. Oui. Donc il se rendait compte que moi, ça ne me plaisait pas du tout. Alors pas du tout. Au début, en tout cas, les 2 premières années. Et puis, il avait des petits moments comme ça où il venait dans notre chambre, à Philippe et moi. Et on allait parfois le samedi chercher des Legos. Des boîtes de Lego. La boîte de Lego familiale. Ou compléter le train électrique qu'il avait fabriqué ça. Il venait dans notre chambre et on jouait. Donc, c'était... plus tard même, alors que j'étais quasi en fin d'études, il est venu dans ma chambre à UP, dans le Brabant wallon, on a habité pendant une douzaine d'années. J'écoutais les musiques de l'époque, des années 70, donc moi j'étais branché États-Unis, Angleterre, essentiellement. Et étonnamment, il venait s'asseoir, il écoutait. Mon père écoutait du Pink Floyd. Ah oui. Alors que les seuls disques qu'il possédait, c'était des 78 tours de musique militaire. Le fun. C'est vertigineux, hein. Oui. Mais jamais de critique négative. Oui, pas etc. de vision du style les jeunes sont cons. Ah non, pas du tout. Alors là, jamais. Ah, c'est formidable. Jamais. Ouais. Mais je pense que c'est le genre de discours dans la famille qu'on ne tiendra pas. Non, Ou en tout cas, on fera attention. Oui, on fera attention. Oui. Tout à fait. Je reviens sur la période de l'internat. Ça a été une période où tu as été finalement confronté uniquement à des hommes et des garçons. Il y avait des femmes aussi ? Il y avait un internat filles. Tout près, c'est juste ça ? en face. Ah, c'était pratique. Oui. Mais en réalité, oui, c'est tellement pratique que moi, j'étais le gay. Ah, c'est génial. Donc, tu surveillais les allées-venues pendant la nuit. Je n'ai pas toujours mesuré j'allais dire le danger, mais les risques qu'il y avait de passer d'un dortoir à l'autre. Mais c'est arrivé. Et j'étais dans le dortoir des garçons, forcément, et il y avait une passerelle, pas très dangereuse d'ailleurs, et à 20 mètres, il y avait les dortoirs des filles. Mm-hmm. Donc, et il y avait du va-et-vient. Donc, ça m'a toujours permis qu'on me fiche la paix. Moi, j'étais le gentil, mais fallait pas l'emmerder.
Donc pour remettre dans le contexte, donc on est dans les années 60. Oui, 64, 5, 6, non, 65, 6 et jusqu'à les années 69, jusqu'à l'homme qui met le pied sur la Lune. L'internat, bon, un peu particulier parce que tous les internats se ressemblent par la discipline, par l'organisation, une certaine froideur aussi, mais ici c'était particulier parce que c'était un internat de fils de militaires pour la plupart. Il y avait des exceptions, quelques diplomates d'origine étrangère, des techniciens qui venaient dans les industries allemandes à l'époque. Mais globalement, on était tous et toutes des enfants de militaires. Donc il y avait ça qui était comme toile de fond, mais ça ne percolait pas vraiment dans la façon dont les cours étaient donnés et dans la manière dont on se comportait dans la cour de récréation, qui était en fait immense. Et j'ai eu la chance, je m'en suis rendu compte très vite, enfant, d'avoir toujours été dans des classes mixtes, depuis la maternelle. Et ça à mon avis, ça a joué sur mon ouverture vis-à-vis de la femme en général, et des filles en général à l'époque, et puis des femmes bien sûr. Pour moi, c'était un plus, et c'était une ouverture sur l'extérieur. C'était pas un monde militaire, c'était un Athénée classique, mais aussi où la laïcité avait droit de citer, et où on commençait à parler des cours d'éducation sexuelle, par exemple, ce qui était plutôt rare encore à l'époque. Ah oui. Hein. Bon, parce que sur ces sujets-là, là par contre, notre famille était, comme beaucoup d'autres, comme presque toutes sans doute, je n'en sais rien, mais je l'imagine, pas très au fait de la façon dont on fait passer l'éducation sexuelle d'un fils, d'un garçon. Ah oui. En Vas-y, particulier. devine. C'est ça, c'est un peu... Tu découvriras au fur et à mesure. Oui, bon, on n'avait pas grand-chose, à part les aînés, mais mon frère vivait pas très souvent avec nous, puisque très tôt il était interne, mais lui c'était en Belgique. Et il avait quand même 8 ans de plus que moi. Il avait d'autres préoccupations que les miennes au même âge. Hein, donc, Il t'a pas servi de mentor par rapport à tout ça? Non, pas vraiment, non. Il y avait beaucoup de pudeur dans les rapports. Ah oui, absolument. Ouais. Oui. Mais je sais que Nani, donc ta maman, puisque moi j'appelais Nani, elle a évoqué deux, par rapport à l'éducation sexuelle, 2 faits qui expliquent pourquoi aussi ça a été compliqué pour eux en tant que parents de transmettre une information. D'abord, quand elle était au Sœurs Notre-Dame à Namur, quand les filles avaient leurs règles, elles étaient considérées comme impures et quand elles étaient à l'internat, elles ne pouvaient pas se laver. C'est complètement dingue. Hein. C'est juste le truc à pas faire en termes de santé gynécologique, mais elle ne pouvait pas se laver. Et elle a compris comment elle allait mettre au monde ton frère aîné quand elle a vu une chèvre mettre bas. Et ton papa était complètement halluciné et ne s'était pas rendu compte que sa femme, elle était plus jeune, lui avait déjà eu des expériences sexuelles avec d'autres femmes avant de la connaître. Il n'avait pas compris qu'elle n'avait pas compris comment elle allait faire pour mettre au monde son enfant. Et elle a accouché seule dans un hôpital spécifique pour les femmes blanches où les hommes ne pouvaient pas rentrer. Elle m'expliquait qu'elle avait une sorte de petit carré comme ça qui n'allait pas jusqu'au plafond. Hein, c'est une sorte de box où elle a accouché d'André en plein cœur du Congo dans les années 50. Hein, c'était ça? Non. 40 46. 46. 1946. C'est ça. Donc, oui. Voilà. Donc je me dis, ça explique aussi que moi, par contre, on prend la machine, la DeLorean, et on remonte dans les années 90, 2000, lorsque, par exemple, il y a eu cette explosion du marché des sextoys qui est arrivé en Belgique. Et je lui en avais parlé un peu pour voir comment elle allait réagir, parce que je trouvais ça drôle. Et elle m'a dit, mais profite, vas-y, parce que moi, si j'avais eu ça à ton âge, j'aurais compris plus de choses. Et je lui avais dit, tiens, tu veux pas que je t'en amène un? Elle me dit, non, moi, ma vie sexuelle, elle s'est arrêtée avec ton grand-père. Donc, avec le décès de ton papa. Et donc, je me suis dit, tiens, il y avait à la fois cet engouement pour cette vision moderne de la sexualité, mais en même temps, elle se considérait comme étant hors-jeu par rapport à ça, parce qu'elle se considérait trop âgée que pour pouvoir éventuellement se concevoir comme
comme une femme finalement qui a une sexualité, mais aussi comme une femme qui compte dans la société. Ça, j'ai souvent vu chez mes grands-mères et chez les femmes plus âgées de leur génération qu'elles ont été dans les usines, elles ont élevé les enfants, elles ont fait en sorte que le pays tourne en étant toujours là, en s'occupant du care, hein, de tout ce qui est soin aux personnes. Mais le fait qu'elles-mêmes se reconnaissent comme étant finalement des jalons hyper importants, des rouages essentiels, c'était très compliqué. Mais c'est vrai qu'à l'époque où elle a accouché, c'était encore un monde différent qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, de certaine manière. Et pour revenir à mon père, qui était un tout petit peu plus âgé, lui, il a connu des situations plus critiques encore, puisque sa sœur aînée, qui est morte à 36 ans, était une religieuse et qui est morte d'une crise d'appendicite parce que pas question de l'opérer, on ne montrait pas son corps à Dieu. À quelqu'un d'autre que Dieu. À quelqu'un d'autre que Dieu, pardon, oui. Donc voilà, j'ai fait répéter plusieurs fois pour être sûr que... Parce qu'il y a les légendes familiales qui courent. Oui, bien sûr, la sûr. mémoire, Donc, le téléphone sans fil. J'essaie moi-même de mettre par écrit parce que c'est le jour où je débloquerai, ben, au moins il restera les écrits et qui sont une approche, qui ne sont pas la vérité de toute façon. Donc c'est vrai que leur époque a été... bouleversifiante, comme on dit. Ça a été une explosion dans tous les sens. Dans tous les sens. Ouais. D'essence aussi, d'ailleurs. Puisque dès que la pilule est apparue, et dès qu'il y a eu la révolution féministe des années 60 et 70, là, on a commencé à voir le monde changer fortement. Plus tendre vers plus d'égalité homme-femme. Mais bon, depuis... On a eu des rétropédalages, on a eu des régressions, peut-être même qu'aujourd'hui on est dans une forme de régression, mais je pense que tous ces mouvements sont acquis. Le tout, c'est de voir comment empêcher que des courants négatifs prennent le dessus. Masculinistes, d'extrême droite reviennent. Masculinistes, ils sont là en plus. Qui sont effectivement comparables à... Ils ne sont même pas comparables, ils font même partie de l'extrême droite, oui, ça c'est clair, oui. Donc, moi, je mesure bien ce que mes parents ont vécu. Au fond, on s'éclairait à la lampe à pétrole chez leurs parents, et nous, on est ici en train de parler de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un énorme gap. Hein. En un siècle, tout a changé. Tout a changé, tout. Oui, oui. Je sais que souvent, tu me dis, pour revenir sur le sujet du féminisme, et particulièrement des violences faites aux femmes, puisque une des principaux... obstacles pour une femme pour arriver à vivre sa vie joyeusement, c'est quand même toute la violence qu'elle subit tout au long de son parcours. Je sais que tu me dis souvent que tu es effarée par l'étendue du problème et par la complexité du problème, et que les comportements violents des hommes te dépassent par leur intensité et leur nombre. Lire Tu seras un homme féministe, mon fils, de, je ne sais plus, Aurélie Blanc. Oui, c'est ça. Oui. Aurélie Blanc. Aurélie Blanc. Voilà. Est-ce que, par rapport aux lectures que tu as pu faire, et par rapport à tout ce que j'ai pu t'expliquer, moi, en tant que victime de violence, quelle est ta réflexion par rapport à tout ça? Et est-ce que tu relis certaines choses du passé de manière différente? C'est une bonne question. Je ne sais pas si je relis le passé de façon différente, mais la mesure de l'ampleur des violences et de la gravité et des conséquences que ça a sur la société en général, les femmes et les enfants particulièrement, ça continue à me dépasser, dans le sens où dès mon enfance, je n'ai jamais plus fait de différence entre un garçon et une fille. Mm-hmm. Mais je ne sais pas l'expliquer. Est-ce que c'est dû à ma nature? Est-ce que c'est dû à peut-être une famille heureuse et finalement assez équilibrée, même s'il y avait une femme pour 4 hommes, hein? Mm-hmm. Je n'en sais rien. Oui, mais l'ampleur et surtout le fait d'imaginer une vie de couple, une vie de parents dans la violence, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Je n'ai jamais mesuré l'ampleur ni la gravité des faits. Non, ça je n'ai jamais mesuré.
Est-ce que je relis le passé, je peux revoir le passé à l'aune de ces révélations pour moi? C'est possible, mais j'ai peut-être eu la chance de vivre dans une famille où, à la fois mes parents, mais oncles et tantes n'ont jamais donné l'impression d'être victimes de ces violences-là. Enfin bon, c'est l'impression que j'ai maintenant, mais maintenant la société était-elle violente? Oui, manifestement. Est-ce que tu as des souvenirs, notamment lors de tes études et lors de ton arrivée dans le monde professionnel, de différences de traitement entre les hommes et les femmes? En tant qu'étudiant, non. Non. Et déjà, au fond, on se rendait compte que le métier particulier d'enseignant est un métier qui est de plus en plus féminin aujourd'hui. À plus de 70%, ou même davantage. Je n'ai pas les... Dans le maternel, c'est presque 90%, je pense. Oui. Voilà. Moi, j'aimerais autant avoir des hommes dans le maternel, parce que ça montrerait clairement qu'on a dépassé tous les écueils et que l'homme ne serait plus un prédateur, au fond, d'une certaine manière, ou un violeur potentiel, Et qui serait intéressé. ou un pédophile potentiel, Oui. voilà. Donc non, ça, très vite, j'ai senti que c'était un métier où on était à égalité, y compris de salaire, à peu de choses près. Par contre, dans la vie de tous les jours, et dès qu'on parlait de postes de direction, quasi que des hommes, on trouvait quasi que des hommes. Et puis très vite, début de carrière, c'était le cas. Mais en fait, j'ai assez vite été confronté dans les fin des années 70 à des chefs d'école qui étaient des femmes. Des préfètes, des directrices, des proviseurs, proviseuses, dirions aujourd'hui, qui étaient mes chefs. Moi, je n'ai jamais fait de distinction. Au contraire. Parfois, j'estimais qu'on avait peut-être plus de souplesse. Parfois, je me suis trompé, parce que oui, bien sûr. Certaines femmes de pouvoir peuvent être aussi infâmes que des hommes de pouvoir. Oui, parce qu'elles doivent jouer le jeu de la domination, du patriarcat, du capitalisme. Voilà. Il n'y avait pas de harcèlement sexuel ou de... Non, ça, non, de leur part. Mais parfois, c'était un peu limite aussi. Mais globalement, donc, depuis mon enfance... L'école mixte, le fait qu'il y ait des filles autour de moi, le fait que je discute avec des filles, que je joue avec des filles, et puis que je fasse des copines et des copains, je n'ai jamais eu de problème à ce sujet-là, jamais. Peut-être que je me rends compte, peut-être que je suis un cas particulier, particulier dans le sens où, quand même, il y avait ce côté masculin qui était quand même... Voilà, le garçon, c'est quand même un garçon, quoi. Hein. C'est pas forcément le chef, mais enfin, c'est pas anormal qu'il le soit. Tu t'es jamais senti mal à l'aise par rapport au fait que toi, a priori, tu ne remplissais pas les cases de l'homme dominant? Non. Non. Même si ça m'a jamais empêché de dire ce que j'avais à dire et de me faire respecter par un chef féminin. Mais je traitais d'égal à égal. J'essayais qu'on me traite d'égal à égal, en tout cas. Donc, ça n'a pas... Chez moi, ça n'a pas eu d'influence particulière. Un autre aspect des choses, il y a eu la révolution sexuelle à la fin des années 60, mais en même temps, il y avait aussi la prise de substances. Oui. Et je me souviens très bien que moi, ça ne me gênait absolument pas d'être au milieu de gens qui fumaient. Se piquaient, ça, je n'ai pas vu. Non, ça, c'est encore un autre level. Oui, voilà. Mais la maison de jeunes de la petite ville où je vivais, c'était courant et fréquent. Mais moi, ça ne m'intéressait pas.
Le fait que vous étiez aussi des parents qui avaient pris le parti pris d'expliquer le pourquoi du comment fait que quand tu prends ta décision plus tard adulte, tu sais à quoi tu t'engages et donc, a priori, ça diminue les risques. Ça diminue les risques. Je n'ai pas dit que ça sauvait... parce que voilà, c'est complexe la réalité, la personnalité, les conditions. Mais ça, c'était... je pense que c'est une des caractéristiques familiales, je pense, générationnelles aussi, c'est qu'on a commencé finalement à considérer que les enfants ne devaient pas deviner ce qui se passait dans leur vie, mais qu'on leur donnait des clés. On a essayé. Nous-mêmes, on était en pleine évolution, ça c'est clair. Mais sur ces sujets-là, la connaissance de son corps, la sexualité, là, mes parents étaient, comme ceux de leur génération pour la plupart, démunis. Démunis, et on n'en parlait pas. C'est gêné, démunis. On n'en parlait pas. Ou alors, c'était de temps à autre une petite allusion, mais qui s'avérait grotesque à la limite, parce que c'était hors propos et gênant. Oui, finalement, je me dis, mais comment leur expliquer c'est ridicule ce qu'ils sont en train de me dire, quoi. Le gap générationnel était quand même là. C'est vrai que l'internat, tu côtoies beaucoup de gens, il y a des photos qui circulent, il y a des paroles qui se disent, des expériences qui se partagent. C'est comme ça qu'on apprend. C'est pas les cours de biologie nécessairement. Nous, on n'avait pas encore des cours d'éducation sexuelle. Ça viendra plus tard. Et ça, par contre, nous en tant que profs, on considérait que c'était une fameuse évolution qui aujourd'hui est impensable. Oui. Quand on voit que l'EVRAS a posé tant de problèmes, et pose encore tant de problèmes à des gens ignorants, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Oui, je pense que la sexualité, du fait de notre bagage religieux qu'on traîne et qui est toujours présent très fort chez d'autres personnes, maintenant, je ne fais pas de raccourci. On peut être très croyant et avoir une très bonne vision de la sexualité très claire et saine, mais il y a quand même ce point-là des rapports sociaux, cette activité humaine ô combien quotidienne et généralisée quand même, même s'il y a des gens qui ne le pratiquent pas, mais la sexualité c'est quand même fondamentalement une préoccupation humaine. Ça reste un moment extrêmement complexe quand il faut vraiment mettre les doigts dans le cambouis dans le sens de comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche. Mais moi, quand j'entends des gens qui me disent pas d'Evras parce qu'on va... pervertir nos enfants. Moi, j'entends, s'il vous plaît, taisez-vous parce qu'on voudrait bien continuer à agresser les enfants sexuellement en rond. Moi, c'est ça que j'entends. On peut le percevoir comme ça, effectivement. Donc là, je ne suis plus sur le terrain parce que je suis pensionné, mais ça participe d'une forme de rage. Je me dis, c'est pas possible qu'on ait tout foiré comme ça, et que de liberté acquise, liberté intelligente, acquise et égalitaire, on en revienne à des schémas tellement d'un autre temps. C'est vrai que dans tes hobbies et dans ta manière de prendre soin de toi, tu ne t'es jamais restreint sous prétexte que quelqu'un pouvait critiquer ces choix-là. Non, ouais. Non. C'est vrai. C'est très fort pour moi, cet exemple-là. Parce que ça veut dire aussi que c'est un message de peu importe qui tu es, du moment qu'on est solidaire et qu'on se respecte, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est un champ des possibles. Maintenant, ça, c'est le cocon familial, mais j'ai toujours eu ce gros hiatus entre le cocon qu'on vous avez créé pour moi et pour vous et l'extérieur. Oui, et ça, je peux le comprendre. On n'est pas des bisounours, on est conscient de tout, de ce que le monde est. Mais de ce que le monde devient, là, pour nous, c'est une blessure. C'est une blessure qui laisse... c'est une forme de sidération, dans le sens où c'est pas possible que le monde tourne maintenant comme il tourne, avec toutes les violences, y compris intrafamiliales, y compris vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des enfants, alors qu'on n'arrête pas d'en parler. J'écoute beaucoup d'émissions de radio, des émissions, des podcasts pas encore suffisamment, et pour me faire une idée. Et donc, on s'occupe de ces sujets-là, on en parle, on dit les choses. Mais les traduit-on dans la vie de tous les jours ? Ça, c'est une autre affaire.
le fait de dominer les autres, ça apporte des privilèges. Et ils sont soit extrêmement personnels, c'est-à-dire dans la cellule familiale, le couple, et puis ils sont aussi dans les entreprises, et, surtout avec un modèle capitaliste. Et je pense que la parole se libère, mais qu'il y a une partie de la population, notamment masculine, pas tous, mais une grosse partie de la population masculine, ne veut pas cette évolution sociale, notamment par rapport aux violences, parce qu'ils veulent continuer à bénéficier de cette zone d'action qui leur permettent de jouir des corps. Je pense qu'il y a une part des hommes qui sont dans cette situation, dans cette même volonté de reconquête, au fond. Ouais, le backlash, voilà. qu'on appelle. Ouais. Et pour d'autres hommes, peut-être même la majorité, j'imagine, ça me fait penser à l'attitude des citoyens russes qui pratiquent ce qu'on appelle la déportation intérieure. Autrement dit, étant donné les violences d'un État et le fait que dire ce qu'on pense est tout de suite synonyme de prison, torture et disparition, on se replie, on se referme sur son petit univers et que ça permet au fond à des dictateurs et à des autocrates imbéciles et violents de dominer. Je viens de terminer la relecture pour la 4e fois du texte, donc pas des analyses, mais du texte d'Éric Blair, de son nom réel qui est George Orwell, 1984. Tout y est. Tout y est. Tout ce qui se passe aujourd'hui s'y trouve déjà. Je ne sais pas où ce type avait pu prendre son information et avoir ces prémonitions. Franchement, bon voilà, on le sait. On peut le relire. Le tout, c'est de s'y attaquer, évidemment. Et puis prendre conscience aussi que les conditions de la répétition de ce scénario vers l'extrême droite et le totalitarisme, c'est une volonté qui est derrière. Ça n'est pas arrivé comme ça par hasard. Alors maintenant, il y a des cycles dans l'histoire et dans les... quoi qu'il faut faire attention avec ça aussi. Mais nos adversaires ont créé le contexte à longueur de journée grâce à leur pouvoir et à leur argent infini. Et le fait de savoir qu'il y a des êtres humains là derrière, ça veut dire aussi que si les êtres humains changent, on peut arrêter ce processus. Parce que ce qui est aussi sidère, c'est à un moment donné ce côté inéluctable de la violence et de la destruction finalement de l'humanité, qui impacte énormément les jeunes, impacte tout le monde finalement, mais particulièrement la nouvelle génération. Et je me dis, il faut retrouver, et c'est pour ça que le féminisme est hyper important par rapport à ça, parce qu'il y a aussi un message de non-violence, puisqu'on remet en cause les violences, on remet en cause aussi tout ce qui est militarisme, puissance des nations, volonté d'expansion et de colonialisme, etc. Tout ça est lié toujours à ce même... black hole, cette espèce de trou infini qu'est la violence et la domination qui finalement détruit tout le monde sauf ceux qui sont les plus riches. Mais c'est pour ça que le féminisme est vraiment fondamental, mais prendre conscience sans pouvoirer, c'est-à-dire comme tu le fais au quotidien en lisant et en faisant cette revue de presse que tu proposes à tes camarades au sein du syndicat, c'est de se dire ce qui nous arrive, c'est quelque chose de construit, c'est quelque chose d'humain et pas une main divine qui vient définir. Parce qu'alors, si on tombe dans ce côté-là, de ce côté inéluctable de nouveau de l'humanité, tu prends ton baluchon et effectivement tu fais, comme tu disais, de la déportation intérieure, tu refermes ta bulle et c'est bien humain. Par contre, ce que j'aime à dire, c'est que si tu ne t'occupes pas de politique, elle va s'occuper de toi. Et c'est ça le problème. C'est que ta bulle, à un moment donné, elle va être impactée, même si tu as 50 murailles. C'est ça qui me fait toujours rire, c'est ces gens qui achètent des bunkers en cas de fin du monde. Et je dis, vous allez faire comment après à survivre à 10 dans un bâtiment pendant des siècles ? Enfin, ça n'a pas de sens. Pour quelle vie ? Une vie de rat. C'est, voilà, super. Moi, je préfère ne plus être là pour voir ça. Non, à choisir, non. Tu as lu, Oui. Tu seras un homme féministe, mon fils. Alors, quelles sont les réflexions que tu as pu te faire en lisant cet ouvrage qui, moi, a été très éclairant il y a à peu près 4-5 ans de cela ? Est-ce que j'y ai fait des découvertes, par exemple ? Oui. Parce que je n'ai jamais particulièrement creusé le sujet des violences faites aux femmes. Je rattachais ça toujours dans un contexte politique.
Mais ici, c'est lumineux, dans le sens où le texte est parfaitement accessible pour un non-initié aux sciences humaines. Et effectivement, les conseils qui sont prodigués et les expériences et les chiffres qui sont donnés sont éclairants. On sort de là en se disant, ben oui, c'est quand même tout à fait faisable d'éduquer ces garçons autrement. Et si j'avais pu disposer de ces livres-là, peut-être que j'aurais pu en parler quand j'étais encore, non pas sur l'estrade, mais au cœur des classes, parce que j'ai toujours voulu aborder les civilisations autres que la nôtre, en même temps que la nôtre. Juste pour préciser, tu étais prof d'histoire. L'histoire, c'est ça? oui. Évoquer le rôle des femmes dans la société. Mais là aussi, je suis complètement chamboulé parce que on se rend compte qu'on a raconté beaucoup de carabistouilles sur le rôle des femmes. Et donc ici, dans ce livre, j'ai trouvé toute une série de pistes qu'on pourrait développer chez des élèves de fin de primaire, des ados d'humanité, début d'humanité. Et il me semble que c'est utile. C'est utile et c'est bien fait. Donc voilà, mais bon, je pourrais rentrer dans les détails, mais je ne vais pas reprendre tous les chapitres. Tu le conseilles en tout cas pour t'éclairer. Et en plus, c'est vrai que c'est très accessible. Et d'ailleurs, j'ai pensé que cette année-ci, Maëlle et moi, on allait offrir à son institutrice ce livre-là. Oui. Il y a aussi Tu seras une féministe, ma fille, qui est sortie de la même autrice. Oui. Rien bon. Mais ça, je ne l'ai pas encore lu, parce que la pile à lire des bouquins féministes, je crois que je peux aller jusqu'à la lune maintenant. Mais c'est vrai que c'est un livre accessible qui vraiment décortique finalement toutes les étapes de la vie où le sexisme vient s'infiltrer et vient faire des dégâts. Et Aurélia Blanc propose des solutions. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors évidemment, ça ne veut pas dire charrette comme on dit chez nous. C'est pas si facile que ça à mettre en place. Est-ce qu'il y a un élément particulier que tu as retenu de ta lecture? Vraiment un sujet ou quelque chose comme ça? Le changement de paradigme n'est pas seulement souhaitable, parce que nous, on le souhaite, bien sûr, toi et moi, mais il est indispensable si on veut une société heureuse un jour. Sans lui, pas d'égalité possible. L'affaire Weinstein, le mouvement MeToo nous l'ont rappelé. Comment mettre fin à l'inégale répartition des tâches domestiques si les hommes ne prennent pas en charge leur part de travail? Ça paraît tellement évident, mais bon. Si seulement. Oui. Nous n'y parviendrons pas, en tout cas, sans impliquer nos fils. Donc je pense que là, il y a une responsabilité des pères, je ne parle même pas des mères, bien qu'elles sont aussi capitales, je dirais, parce que... Oui, et pourvoyeuses de reproduction sociale, voilà, comme tout le monde. Oui, bien sûr. Il faut effectivement remettre en question les normes sexistes, refuser de se conformer au modèle viril et adopter des pratiques, mais alors véritablement... égalitaire dans le monde du travail comme dans la sphère personnelle. Je pense que, en fait, on est à la veille de quelque chose d'extraordinaire, dit-elle, c'est la transformation de la paternité. Si j'avais eu ça, peut-être que ça m'aurait aidé à certains moments dans ma vie de jeune père. Je me souviens que voilà, tu t'occupais de moi au quotidien avec maman, même si je pense que maman a pris en charge quand même pas mal de choses pour nous permettre à tous les deux de nous développer. Elle a oui, quand même, oui, voilà, toi, tu as ta carrière entre guillemets syndicale et moi mes études. Et ensuite, le fait que tous les deux, par contre, vous avez repris ce rôle de soutien par rapport à Maëlle, mon fils. Mais je me suis rendu compte à l'épreuve du feu que ce que j'avais vécu enfant, c'était assez rare. Je dirais pas exceptionnel parce que j'ai pas la prétention de savoir comment ça fonctionne dans toutes les familles et je pense que j'ai pas mal d'amis qui ont aussi bénéficié de l'amour de parents chouettes, mais j'ai quand même énormément d'amis et d'amis qui ont bénéficié de parents complètement foireux. Et de là, cette violence que ces parents-là ont appliquée et appliquent toujours à l'heure actuelle sur leurs enfants, par des schémas de domination, par des schémas de prise de pouvoir, parce que, de nouveau, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ils voient leur enfant comme un projet, comme une extension d'eux-mêmes, où ils ont des attentes extrêmement précises. Et parfois, quand j'entends le comportement de ces parents-là, j'ai l'impression que c'était fini, ces gens-là, que l'après-guerre les avait, ce modèle éducationnel avait été abandonné. Et en fait,
Pas du tout. Il y a encore des gens qui ont 60, 65 ans, 70 ans, qui pensent encore que leurs gosses doivent rentrer dans des cases et que s'ils ne rentrent pas dans des cases, il faut frapper dessus. Et psychologiquement, physiquement, par l'intermédiaire de l'argent, etc. Et de l'héritage, des rapports familiaux. Et ça m'interpelle. Et donc, on a encore beaucoup de boulot, en fait, Oui, clairement. pour donner accès à un modèle de parentalité et de citoyenneté qui soit effectivement serein, respectueux. On a du taf. Hein. Oui, effectivement. Oui. Alors, tu es grand-père depuis 11 ans et demi maintenant. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport au fait d'avoir un petit-fils et ce que ça représente pour toi et ce que tu lui souhaites éventuellement? Mais moi, je voulais une fille. Ah, ça y est, tu l'as eu. C'est fait. C'est fait. C'est fait. D'abord parce que nous n'étions que des garçons dans la famille. Un peu de Cousins, variété, que cousines. diable. Oui, et puis je devais sentir ça sans pouvoir l'expliquer. Et j'ai été béni des dieux, comme on dit. Mais pour mon petit-fils, la première chose que je voudrais lui dire, c'est que je m'en veux de lui laisser un monde tel qu'il est. Alors que je sais bien ne pas être responsable des choix, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient sociétaux, etc. Mais je ne peux pas supporter, c'est très difficile à supporter les glissements qui se produisent aujourd'hui, et en même temps lui dire que l'inverse est possible. Tout est possible. Et l'inverse est totalement possible parce qu'il y a des forces qui viennent notamment de la jeunesse, mais pas que, qui viennent des femmes, qui viennent aussi de peuples qui en ont assez de ces modèles qui détruisent l'humain, irrespectueux de la vie, irrespectueux de l'environnement, oui. Et donc, s'il s'accroche, il faut toujours essayer de trouver la couleur derrière le gris ou le noir, même si ce sont de belles couleurs, et que la seule chose qui me fait peur, vraiment, que ce soit possible qu'un juif se retrouve sur un champ de bataille. Ça, en pensant à mon père, je me dis, c'est pas possible. Donc, ce qui fait que je serai toujours à ses côtés tant que je le pourrai, évidemment. Ouais. On va tout faire pour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais les champs de bataille, c'est pas forcément... oui, il y a les champs de bataille tels qu'on le voit en Ukraine aujourd'hui, mais c'est les champs de bataille de toutes les batailles de la sociétale. Et mais peut-être moi, je ne savais pas que je me dirigerais vers ça un jour, vers le syndicat. C'est venu très tardivement. Et puis ça fera 40 ans l'année prochaine. Oh, donc, tardivement, ouais. Parce que j'y ai trouvé deux choses. D'abord, la solidarité et le fait qu'on me laisse m'exprimer. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais brimé. Peut-être le cas d'autres, hein, ça c'est possible. Oui, c'est possible. Mais c'était une organisation qui me convenait parce qu'elle alternait à la fois une liberté d'action et en même temps la conscience qu'on était une force qui pouvait faire évoluer la société. Est-ce qu'on pourrait dire que la conclusion qu'on pourrait donner à cet épisode, c'est que toi et moi, on est porteurs d'un message sur le fait qu'on ne peut pas se battre seul, qu'on n'est pas responsable toute seule ou tout seul de l'avenir, de son propre avenir ni de l'avenir de la planète, et que la solidarité, le groupe, c'est souvent la réponse? C'est la réponse. Seul, effectivement, on peut devenir Robinson Crusoe ou un cultivateur heureux qui vit de manière sobre. Mais si on veut faire évoluer les sociétés ou la société en général, c'est le combat collectif et la solidarité entre tous les membres qui fera le changement. Et c'est possible. J'y crois aussi. Merci papa. Merci. Gros bisous. Bisous, bisous.
Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de la saison 2 des Red Flagueuses. J'ai vraiment besoin de votre aide pour faire connaître le podcast. Donc, quand vous avez fini une écoute, un petit like, un petit commentaire. Oui, parce qu'il y a aussi des commentaires sur Spotify, je vous le signale simplement. Faut un peu chipoter sur votre écran, mais c'est possible. Et éventuellement, si le cœur vous en dit, me soutenir financièrement sur Tipeee. Ça commence à 1 € et ça peut aller jusqu'à 50 €, soit de manière ponctuelle, soit de manière récurrente. Il vous suffit pour ça d'aller sur ma page Insta. Dans la biographie qui se trouve juste en dessous de mon nom, vous avez un lien Linktree. Donc le Linktree, c'est un site qui permet de répertorier toutes les productions faites par une équipe ou une personne sur les réseaux. Et vous avez un lien vers Tipeee qui vous permet de choisir votre type de soutien. Je vais aussi vous proposer à la vente des marque-pages qui vont arriver incessamment sous peu et j'espère à terme des pins. Et si vous avez envie de travailler avec moi, de me poser des questions, d'avoir des conseils éventuellement avec ma petite expérience de podcasteuse, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse email lesredflagueuses@gmail.com. À très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, lisez, écoutez, discutez, associez-vous entre vous, créez de la sororité, c'est très très important et aussi de la fraternité. À bientôt!